Expédition Maïwan par l'épaule, une conférence de l'ENSA à Chamonix-Mont-Blanc avec Erwan Lelanne. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir à l'ENSA pour cette conférence de Maïwan autour des pôles. Erwan Lelanne est avec nous ce soir, donc il a fréquenté aussi les bancs sur lesquels vous êtes assis puisqu'il a été diplômé de l'école en 2001. Ça ne le rajeunit pas. Mais... Non, après, il y a des recyclages, donc il y vient de temps en temps recycler son diplôme de guide de haute montagne. Erwan, c'est donc un profil d'abord guide de haute montagne, qui a fait pas mal d'escalade, beaucoup de glace, du base jump aussi, avec des fois quelques frayeurs. Pour ceux qui connaissent, il faisait partie de l'équipe qui a aussi beaucoup développé les Petzl Rock Trip, qui consiste en équiper des falaises et développer l'escalade autour du monde. Donc ça a été quand même un acteur important dans ce domaine-là. Et là, il nous parle de sa deuxième vie d'aventurier, qui est quand même bien liée à la première, puisqu'on verra qu'il y a beaucoup de liens, qui est celle de marin et d'aventurier et d'explorateur. Et je vais lui donner la parole ce soir avec le projet Maïwan. Bienvenue à l'ENSA et merci à toi. Merci Clémentine. Ouais, effectivement, ça fait bizarre d'être sur le podium et pas assis là comme un élève. Et donc ce soir, je vous propose de vous embarquer un petit peu avec moi sur un tour du monde qu'on a fait à la voile avec un voilier qui s'appelle Maïwan. On est parti le 8 février 2015 de l'Abervrac en Bretagne. Avec l'idée, vous voyez le parcours, de faire un grand tour des Amériques. L'idée de départ était vraiment d'aller découvrir un petit peu ce que c'était que l'Arctique, ce que c'était que l'Antarctique, et je voulais passer aussi en Polynésie pour une raison assez particulière qui est que mon cousin, en fait, ça fait 25 ans qu'on s'était pas vu, il habite là-bas et je lui avais toujours dit j'irai te voir mais en bateau. Et on voulait pas passer par un chemin qui a été aménagé par l'homme, donc le détroit de Panama, et ce qui fait qu'on a été obligé de faire le tour comme ça. C'est con, c'est dommage. Donc ce que je vous propose, c'est, on va avoir plusieurs petits films qui durent 3-4 minutes, et puis on refera des pauses entre chaque film, et puis je vous laisse vraiment me poser des questions, et puis avoir un échange sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vécu, et puis avancer comme ça. La petite particularité, c'est que ce bateau, donc Maïwan, on est parti, et les équipiers qui sont venus à bord sont des sportifs de haut niveau, de plein de disciplines différentes, et on a documenté tout ça en photo vidéo. Donc on va pouvoir vous partager ça. Ce soir, ici présent, vous avez Hervé et Juliette Colisa qui sont venus aussi sur le bateau. Je vous laisse regarder le premier film et puis on en reparle juste après. L'association Maïwan emmène des sportifs à la rencontre de notre planète. Nous parcourons le monde au travers de lieux insolites, d'îles vierges, de peuples méconnus, tout en observant l'impact de l'homme sur son environnement. Au rythme du vent, Erwan Lelanne, le capitaine, nous raconte. Dans mon ancienne vie, les avions me parachutaient d'un lieu à un autre, effaçant les mystères des nouveaux horizons. Presque soudainement, je réalise la difficulté de comprendre où je me trouve. Une idée se construit dans ma tête. Voyager avec les éléments, m'en imprégner pour mieux partager avec les habitants que je rencontre. Nous sommes 5 à embarquer sur Maïwan le 8 février 2015 dans le port de l'Abervrac en Bretagne. Et nous larguons les amarres à la découverte de ce monde. L'hiver est rude, les tempêtes nous bousculent. Nous nous abritons aux îles Féroé, au nord de l'Islande, puis après 2 mois de navigation, au rythme des aurores boréales, nous finissons par atteindre les glaces de l'Arctique.
Nous trouvons refuge dans le petit port de pêche de Okpilaktok, le village le plus au sud du Groenland, isolé dans ses magnifiques montagnes alpines. Les 120 habitants, pêcheurs, vivent 4 mois de l'année dans la nuit illuminée par les étoiles, les aurores. La pleine lune, symbole de leur tradition qui alterne avec le soleil sur leur drapeau national. Le froid glace tout. La mer gèle, créant un pont glacé entre la côte ouest du Groenland et la terre du Canada. Les chasseurs partent en expédition pour trouver des morses ou belugas de l'autre côté de la banquise, parcourant les quelques 400 km avec leurs chiens de traîneau ou leur motoneige. Les vents forts des dépressions remontent encore jusqu'à nous en ce début de printemps, mais les chutes de neige se font plus rares. Le soleil pointe ses rayons. L'été s'annonce alors que les baleines arrivent de leur longue transhumance, attirées par le krill qui se développe dans l'eau. Ce désert glacé aux apparences hostiles reprend vie. L'été est long. Le soleil à l'horizon m'éblouit en permanence. Les journées n'ont plus de frontières. Bientôt, la banquise se craquera, séparant ces plaques de glace qui, peut-être, ouvriront suffisamment le passage pour la suite du périple. Ça vous a plu? Donc c'est la première partie de ce voyage où effectivement la première idée qu'on a eue, c'était d'aller faire de l'escalade sur glace en Islande. Et du coup, pour faire de l'escalade sur glace, fallait du froid, donc fallait partir l'hiver. Et au final, on est parti le 8 février de la Bergvik vers l'Atlantique Nord et on s'est fait démonter par les tempêtes. Mais c'était pas inintéressant pour moi. Donc je lui ai dit, je suis guide de haute montagne à la base, même si j'ai un nom breton et puis du sang breton, j'étais pas forcément marin en partant. Et du coup, on a appris la navigation en même temps que ces premières tempêtes hivernales pour aller jusqu'au Groenland. À bord, il y avait des marins d'exception qui nous ont accompagnés. C'est avec eux, surtout, que j'ai commencé à apprendre la navigation. On est arrivé dans le nord de l'Islande, là, vraiment, il y a une petite île qui est tout au nord, qui est au niveau du cercle polaire arctique. On est arrivé là-bas fin février, on avait 17-18 heures de nuit par jour. C'est long, c'est froid. En revanche, c'est magique parce qu'on a passé des nuits entières à naviguer sous les aurores boréales. Et ça, c'est hyper dur de se concentrer sur le cap et la barre du bateau parce qu'on est en permanence la tête en l'air en train de regarder cette espèce de féerie autour de nous. Et puis on est arrivé au Groenland tout début avril où on a commencé à skier pas mal sur toute une partie la première partie en fait a duré 8 mois. On a fait de l'escalade, on a fait pas mal d'alpinisme et puis on a commencé à rencontrer les gens aussi, à arriver chez eux avec ce moyen de locomotion qui était le bateau, à arriver dans des petits villages où ils voyaient quasiment jamais d'étrangers, à commencer à discuter, à partager les mêmes problématiques parce que on vit au même moment la vie avec eux. C'est l'avantage d'avoir un bateau en fait, c'est qu'on n'est pas parachuté quelque part, mais on est vraiment avec sa maison, on est un peu un escargot, une tortue, on a sa maison avec nous et du coup on est en train de vivre un rythme normal de quotidien et qu'on partage avec les gens. Et c'était aussi un des postulats de départ de ce voyage en disant j'ai envie d'aller rencontrer les gens autour du monde, mais en partageant, en comprenant la vie qui s'est établie chez eux. Bonsoir.
Vous aviez des connaissances préalables à la navigation, vous êtes vraiment parti sur le tas avec des excellents marins d'exception, comme vous dites, et vous avez pu apprendre, ou vous aviez quand même déjà bien navigué avant pour faire une traversée de cette ampleur? J'avais très peu navigué, honnêtement. Maintenant, avec du recul, j'avais fait de l'optimiste un peu comme tout le monde, un peu de dériveur, et puis ce projet, quand même, il a mûri pendant 10 ans avant du moment où je me suis dit, tiens, j'ai envie d'aller découvrir la planète par les océans. Et le moment où je suis parti, c'est passé 10 ans. Donc petit à petit, j'ai essayé de recommencer, de prendre les opportunités pour naviguer, avec Hugues d'ailleurs, là-bas. On a arraché un splice ou un nuage qui est passé, parce qu'on faisait la sieste au lieu de regarder ce qui se passait. Non, vraiment, aujourd'hui, je peux dire que j'avais pas du tout le niveau de partir. En revanche, j'étais très bien accompagné. Et puis, dans les conditions qu'on a rencontrées, j'ai appris quand même assez rapidement. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est que la différence entre la vie qu'on peut avoir en montagne, qui est rude, où on a besoin de faire attention à son sommeil, sa fatigue, à gérer le froid, à gérer la faim, à gérer l'inconfort, les problèmes, à anticiper un petit peu tout ça, c'est la même qu'on a sur le bateau. Donc au final, moi, en navigation, j'ai juste eu à apprendre le maniement du bateau, adapter la météo parce que c'est une échelle qui est complètement différente que celle qu'on a en montagne où on voit peut-être à 2-3 jours mais maximum, alors qu'en mer on voit des dépressions qui sont à l'autre bout de l'Atlantique qui nous arrivent une semaine après sur nous. Donc en fait c'est une échelle qui est beaucoup plus grosse. C'est ce qui est hyper intéressant aussi dans ce voyage, c'est que petit à petit on a traversé quasiment toutes les latitudes où l'humain habite. Et en traversant toutes ces latitudes, au final, on a commencé à comprendre l'ensemble du climat, les différences qu'il pouvait y avoir entre qu'est-ce qui change dans le nord, dans l'équateur, dans les zones tempérées, qu'est-ce qui fait que le vent influe sur les nuages ou que les nuages influent sur le vent, quelles sont les températures qu'on peut trouver, quel est l'impact, la végétation qu'on peut voir. Chez nous en montagne, en altitude, on la voit en latitude aussi. On retrouve les mêmes espèces qu'on a à 3000 ici, dans le nord de l'Arctique. C'est assez bluffant de voir ces corrélations-là. Je me permets de faire juste un petit flashback. C'est quand même la bestiole que vous voyez là sur la scène. Aïe. En fait, au départ, était salarié de chez Petzl avec un avenir tout tracé, une position centrale dans l'entreprise, et qu'il a décidé du jour au lendemain de se lancer dans un périple comme ça. Donc la première aventure, c'est ça quand même. C'est de laisser un contexte confortable pour partir carrément à l'aventure. Donc ça, bravo. Merci Hervé, mais c'est vrai que j'ai du coup passé le diplôme de guide, j'ai travaillé 10 ans comme guide d'haute montagne. Derrière, j'ai été salarié pendant 10 ans dans la société Petzl où je m'occupais du sponsoring et de l'événement à l'international, donc qui avait une couverture géographique assez grosse, ça fonctionnait très bien, et puis au bout d'un moment j'ai décidé de tout arrêter pour me lancer dans cette découverte du monde, que je ne regrette pas du tout. Même si c'est moins confortable que la situation que j'avais avant. Oui. Oui, vous disiez que vous aviez échangé avec la population locale sur certaines problématiques que vous partagiez avec elle. C'était quoi exactement ? C'est toute la vie qu'on peut avoir. L'alimentation, les problèmes. En fait, le postulat de départ, c'était vraiment de voyager lentement pour comprendre le climat dans lequel on se trouvait lorsqu'on allait aborder et puis rencontrer les gens et discuter avec eux. Et effectivement, ça a complètement fonctionné. C'est qu'à chaque fois qu'on est arrivé près d'une côte, ça faisait déjà des semaines et des mois qu'on voyait le climat, qu'on comprenait le climat dans lequel on était et qu'on comprenait l'adaptation de la vie locale. Mais on a partagé sur tout ce qu'on peut partager autour d'un verre chez nous et puis chez eux. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'au début sur un bateau, c'est génial, un bateau comme outil, sauf que ça tombe en panne en permanence. Donc on a toujours quelque chose à réparer, toujours quelque chose à aller demander aux gens, toujours un problème à résoudre avec les gens, et ça permet en fait de rentrer dans la vie locale aussi. Comment avez-vous constitué le budget, parce que c'est quand même un départ très important, à 5,
avec un bateau. Donc ça nécessite des moyens matériels importants. Et voilà, je voulais connaître comment vous avez constitué le budget sur... vous êtes parti 12 mois, 18 mois ? On est parti 7 ans. 7 ans, ouais, bon alors ouais. Donc, alors comment vous avez fait en 7 ans alors comment vous avez constitué le budget et comment vous avez vécu pendant ces 7 ans? Vous avez bossé sur place ou comment vous avez fait? Donc comme je disais, j'ai mis 10 ans entre le moment où j'ai décidé de partir et le moment où je suis parti. Pendant ces 10 ans, j'ai économisé l'argent pour pouvoir acheter le bateau, être sûr de partir et de construire le projet. Donc avec des sportifs, on n'était pas 5, mais on a été une centaine à passer sur le bateau. Avec Marion et moi, et on a du coup médiatisé le projet et trouvé des partenaires qui nous ont accompagnés sur ce projet. Donc il y avait un financement privé au départ et puis des compléments de partenaires et sponsors. Les gens qui sont venus sur le bateau ne payaient pas une prestation. Mais c'est vraiment les partenaires qui nous ont permis de faire vivre ce projet pendant toutes ces années. J'avais une question qui rejoint un petit peu la question de Madame tout à l'heure. On voit dans le petit bout de film les enfants dans le village du Groenland, le village de pêcheurs. Donc je suppose que vous vous êtes arrêté, que vous leur avez parlé pour déjà faire les photos. La communication, elle se passe comment? Est-ce qu'ils parlent un peu anglais? Et qu'est-ce que vous avez retenu de ce village de pêcheurs qui, pendant 3 ou 4 mois, n'ont pratiquement que la nuit? Voilà. Quelle est vraiment leur vie, s'il vous plaît? Les échanges, ils se sont faits des fois en anglais, mais avec les enfants très peu. Et au final, on a, nous, appris pas mal de langues au fur et à mesure du voyage, au bout d'un moment, quand on est dans le pays, mais juste des mots souvent assez simples. Et ce qu'on a vraiment appris à faire, c'est discuter avec des postures, avec des intonations, avec des gestes. Et on arrivait à tenir des conversations pendant une demi-heure avec des gens avec qui on comprenait absolument aucun mot. Au Japon, ça a été hyper difficile parce qu'on avait zéro notion de japonais, c'est quand même assez compliqué. Et le temps qu'on se mette dedans, on a passé des jours à discuter sans comprendre les mots avec la personne avec qui on échangeait, mais pour autant, on arrivait à comprendre les choses simples de première nécessité, j'allais dire. Donc on a beaucoup discuté comme ça, et dans chaque village, on trouvait quand même quelqu'un qui parlait plus ou moins anglais. Donc on a réussi, anglais, et puis ou un peu d'allemand, ou un peu d'espagnol, ou un peu de russe, ou un peu des langues que j'avais appris. Et puis Marion, ma compagne, parle aussi arabe, portugais, parle pas mal de langues aussi. Donc avec l'ensemble, on a réussi à communiquer quasiment partout. Et la vie du village, c'est des pêcheurs qui sont comme sur des îles, comme au fond d'une vallée, en fait, qui sont assez isolés tout l'hiver, qui le sont un petit peu moins l'été, mais quand même qui vivent au Groenland. Il n'y a pas beaucoup de villages. Et là, Okpilaktok, donc c'était vraiment au sud du Groenland. Quand nous on est arrivés, ça faisait 10 jours qu'ils attendaient le cargo qui venait les ravitailler, qui n'arrivait pas à rentrer dans les fjords parce qu'il y avait trop de glace. Donc quand ils nous ont vus arriver, ils nous ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous allez rester bloqués pendant 4 mois avec nous, hein, parce que là, c'est impossible de ressortir. » Et donc c'était assez drôle. Et leur vie, c'est de la pêche. Pêche, chasse, c'est pêcheurs, chasseurs, les gens. Mais ils ont une vie encore en autarcie qui est assez complète. Je vous propose de passer sur le deuxième film. On va avancer un peu, puis il y aura une série de questions, donc gardez vos questions, ouais. Mais comme ça on avance un petit peu. Donc là on est arrivé jusqu'au Groenland. Le deuxième film, c'est un passage qui est mythique, c'est le passage du Nord-Ouest, qui est improbable. Les premiers bateaux, on va le dire dans le film, mais pour le coup on est le 278e embarcation à passer par là-haut. Tout confondu, bateau à moteur, cargo, voilier, etc. Donc il y a très peu de gens qui ont eu l'opportunité de passer. Je vous laisse découvrir ça. Le pôle Nord n'est pas une terre, c'est un océan gelé, comme un sol éphémère qu'empruntent les hommes, les ours blancs pour se déplacer. Les continents viennent lécher la banquise, rendant la navigation extrêmement difficile. Pourtant, ce serait l'itinéraire le plus court d'Europe pour rallier l'Atlantique au Pacifique
et éviter les longs voyages autour du Cap Horn. Les expéditions s'enchaînent, tous se heurtent à la dureté des éléments, les glaces, le froid. En 1845, Sir John Franklin pousse l'exploration mais disparaît avec tous ses membres d'équipage. Les épaves de l'Erebus et du Terror viennent juste d'être retrouvées sur notre route, vers King William Island. C'est en 1903 que le Norvégien Roald Amundsen réussit à trouver un itinéraire avec le Maud, spécialement construit pour l'occasion. Les glaces sont une des difficultés, mais les 3000 km de ce passage du nord-ouest sont périlleux. Le relief du nord est plat, les îles affleurent la surface, les eaux sont peu profondes. J'ai du mal à me projeter dans cette aventure, les informations sont rares, les cartes inexactes. Les boussoles se perdent à l'approche du pôle magnétique et le soleil, toujours à la même hauteur, ne nous indique plus le nord ni le sud. Alors je me prépare au pire, j'embarque 6 mois de nourriture au cas où les glaces nous emprisonneraient. Les anticyclones polaires sont stables, les tempêtes heureusement rares, il fait beau, mais des brumes nous envahissent. Au bout de 3 jours de navigation à peine, nous sommes bloqués déjà au milieu d'une mer remplie d'obstacles. La navigation devient un challenge qui ne ressemble à rien d'autre. J'ai du mal à garder un cap. Je zigzague entre les blocs cherchant des fissures dans le pack pour atteindre les eaux plus libres. Nous avançons péniblement. Derrière nous, les glaces bougent, le chemin parcouru devient un nouveau labyrinthe. Nous atteignons 74 degrés nord. Le détroit de Bering n'est plus très loin. Nous nous arrêtons au village de Point Hope. Nous découvrons les habitations des premiers hommes du continent américain. Ils sont venus d'Asie en traversant sur la mer de Bering gelée. Leurs maisons sont à moitié enterrées, des galeries relient l'habitation au garde-manger. Je reste stupéfait en m'apercevant que les charpentes sont en os de baleine. Je pense aux hommes qui ont su s'adapter à ce milieu difficile. Quelle intelligence de vie, quel savoir-faire pour se nourrir, se déplacer, se chauffer, se protéger. 2 fois par an, les villages alentours se regroupent pour une chasse à la baleine qu'ils honorent et respectent. Sa peau contient les vitamines et les sels minéraux indispensables à leur survie, faute de fruits et légumes. Marie nous explique que les poulets élevés en Californie, vendus à la supérette, ne les aidera pas à supporter les températures hivernales de moins 50 degrés. Son village est surprenant. Il cohabite avec une 50aine d'ours polaires, à moins de 300 mètres des maisons. Le respect mutuel qui s'est établi me marque. La baleine, chassée aujourd'hui, est partagée entre les hommes et les ours. Au bout d'1 mois et demi de navigation, nous devenons la 278e embarcation depuis Amundsen à relier les 2 océans par la voie du nord-ouest. La porte du Pacifique s'ouvre à nous. Les habitants n'arrivent plus à situer la France. Je réalise que je suis maintenant très loin de la maison. Donc voilà, ce petit passage du nord-ouest. C'était intéressant parce que donc on est parti et vraiment je m'étais dit bon il y a quand même des chances, moi j'ai envie de forcer en tout cas d'aller voir jusqu'où on peut aller, je savais pas trop à quoi m'attendre et on avait réussi à charger pas mal de nourriture sur le bateau mais je m'étais surtout préparé à rester coincé et du coup devoir faire face à une année d'immobilisation sur place. Donc j'avais pas 1 an de nourriture, ou en tout cas de quoi rester 1 an sur le bateau, mais on avait de quoi rester bloqué et de s'organiser pour aller rejoindre le prochain village. Sachant que les villages dans le passage du nord-ouest, il y en a peut-être 1 tous les 1000 km, donc c'est quand même très espacé, il n'y a pas grand monde, et de toute façon en termes de ravitaillement, on a commencé à se rendre compte que c'est pas parce qu'il y avait un village qu'on pouvait se ravitailler. On n'était jamais sûr de ce qu'on pouvait trouver là-bas sur place. Et puis petit à petit, en fait, de vivre sur ce bateau qui fait 11 mètres. Donc je vais mesurer pour vous donner une idée de ce que ça fait. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Bon, il est un peu plus grand que ça, mais tout ça pour dire qu'il rentre sur l'estrade. Il fait 3,60 m de large, donc ça doit faire à peu près ça. 1, 2, 3, 60, un peu plus large, au plus large. Et sur ce bateau, on vit jusqu'à 6 personnes. Avec de l'eau, avec de la nourriture, avec tout ce qu'on doit avoir. C'est notre maison, mais c'est notre camp de base pour vivre. L'eau, par exemple, quand on est arrivé au sud du Groenland, dans le pack de glace, les réserves d'eau ont gelé et sont restées gelées pendant 2 mois et demi. Du coup, rapidement, on commence à se rendre compte de l'importance de la goutte d'eau sur le bateau. Donc en fait, on commence à se reconnecter petit à petit à la valeur des ressources naturelles, à l'eau, l'énergie. Sur le bateau, on a une éolienne, on a des panneaux solaires, on a un hydrogénérateur quand le bateau du coup avance avec les voiles, on met une hélice dans l'eau qui recharge aussi les batteries. Mais on est en permanence en train de gérer l'apport d'énergie qu'on a et la dépense qu'on met en place. Quand il n'y a plus d'énergie, c'est simple, le pilote automatique, on l'arrête et puis on prend la barre. Donc c'est l'énergie, on va l'appuyer chez nous. Et du coup, c'est un exercice assez intéressant de se dire, ok, la goutte d'eau, en fait, elle est importante. L'énergie qu'on dépense ou qu'on utilise, elle se crée pas toute seule. La nourriture qu'on a, on la garde précieusement parce qu'elle n'est pas infinie. Notre fatigue, notre santé, de la même façon, c'est pas infini et ça devient important parce que si on est fatigué, on peut pas mettre le frein à main et puis s'arrêter en fait. Là, le bateau, il est en permanence en train de naviguer. Des fois, on a mis 2 jours pour arriver à trouver un mouillage ou arrêter le bateau. On n'arrivait pas à trouver un endroit, même près de la côte, où on pouvait paisiblement s'arrêter parce qu'il y avait un iceberg qui arrivait, parce qu'il y avait une marée un peu trop grosse, parce que X raisons. En fait, il y a toujours une bonne raison pour nous embêter quand même. Vous aviez parlé de temporalité tout à l'heure et vous aviez dit qu'il y avait de nombreuses personnes qui étaient passées sur votre bateau. Donc j'imagine que globalement, il y a vous et votre compagne qui êtes restés globalement les 7 ans sur le bateau. Mais toutes les personnes qui vous ont suivi ou accompagné dans ce voyage, quel type de temporalité elles ont pu vivre avec vous ? Les gens qui viennent à bord, ils viennent pour une période de 1 mois et demi. 1 mois et demi en moyenne. En fait, et ça c'était aussi une idée de départ, c'est que les gens viennent vivre un moment de voyage et pas une trop petite excursion. L'autre problématique aussi que j'avais, c'est qu'il fallait faire avancer le bateau. Donc je pouvais pas faire que des boucles où les gens venaient pour un petit temps et puis moi déplacer le bateau tout seul tout le temps, sachant que en plus au début j'étais pas capable de le faire tout seul. Et du coup les gens venaient à peu près 1 mois et demi. En moyenne sont venus 1 mois et demi sur le bateau. Et ça permet aussi vraiment de rentrer dans le voyage. Parce que c'est quand même un mode de vie qui est dépaysant, qui est différent, et on met du temps à rentrer dedans. Même nous, donc on a navigué, je ne l'ai peut-être pas dit, donc le voyage a duré 7 ans, on naviguait 6 à 8 mois par an, et on revenait en France. On laissait le bateau, on est revenu en France, pour garder cette connexion aussi avec la vie qu'on a ici. On ne voulait pas se marginaliser en fait sur notre bateau, parce que finalement, quand on est sur notre bateau, on a besoin d'absolument rien, on est très bien, et on peut très bien rester là indéfiniment, mais quand même, on se met vraiment à part de la société. Et chaque fois qu'on faisait des allers-retours, que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça nous a pris une dizaine de jours pour vraiment se reconnecter à ce mode de vie et cette différence. Avant de partir sur le bateau, vous avez fait des expériences en petit comité avec les gens qui sont venus ou vous les connaissiez avant? Pas du tout. Comment ça se passait au niveau gestion humaine sur ce petit espace? Alors, ça c'est très intéressant parce que là l'aventure elle est vraiment aussi dans la gestion du groupe et les relations humaines qu'on a eues à bord. On a eu de tout. On a essayé vraiment de connaître les gens avant qu'ils viennent à bord. Quasiment toutes les personnes qui sont venues, on les connaissait, mais c'est pas pour autant qu'on les connaissait 24 heures sur 24. Sur Maïwan, il n'y a pas de porte dans le bateau, c'est un open space. Dans les endroits dans lesquels on est allé,
on peut pas aller se perdre tout seul dans la nature. En fait, il y a absolument rien. Puis s'il arrive quelque chose, on est tout seul, on est isolé. Et en plus, le bateau, des fois, on doit être obligé de repartir pour X raisons immédiatement. Donc en fait, on est en permanence 24 heures sur 24 tout seul. Et quand même, on a l'habitude d'avoir un espèce de masque social où on peut tenir quelques heures et puis après rentrer chez soi et puis faire ce qu'on veut. Sur le bateau, c'est pas possible. Donc en fait, en permanence, on est en face des autres. Et on ne peut pas débarquer. Parce qu'au milieu du passage du Nord-Ouest, à part les ours blancs, il n'y a pas grand monde. Donc oui, ça a été, pour nous, ça a été une des gestions les plus difficiles à bord. Mais les plus intéressantes aussi. Et on a eu toutes les situations. Des gens qui au bout de 3 jours, se sont pris la tête et puis ne se sont pas parlé pendant 1 mois sur le bateau. Une personne qui a fait une femme qui a fait une fausse couche à bord et était pas au courant qu'elle était enceinte. C'est un équipier qui a développé une phobie, une peur de prendre la mer, qui se voyait mourir chaque fois qu'on prenait la mer, qui est resté 2 mois et demi à bord. C'est une femme aussi qui est arrivée 3 jours après, son compagnon qui était un montagnard était porté disparu et qui est mort. Donc en fait, ça a été des gestions qui ont été quand même très intenses et vraiment variées. Pas que des problèmes entre personnes, mais des situations de vie qu'il faut gérer au quotidien. Alors, la longueur du bateau et les autres caractéristiques, et après on prendra une dernière question et on continuera. Donc le bateau, il fait 11 mètres, c'est une coque en aluminium pour pouvoir résister un petit peu aux glaces, même si on s'est pris un glaçon une fois, et puis on a eu une voie d'eau pendant 3 semaines dans le bateau, qu'on a mis 3 semaines à arriver à réparer. C'est un dériveur, donc en fait il a les appendices qui sont sous le bateau qui se remontent pour pouvoir glisser et pas avoir d'obstacles quand on va sur la glace. C'est un bateau qui est isolé, qui a un chauffage à l'intérieur, même si la première année, pour être honnête, le chauffage ne marchait pas vraiment. Il faisait entre -5 et 5 dans le bateau pendant 8 mois. Au bout d'un moment, quand il fait 8 degrés, moi je pétais de chaud. Donc c'est qu'une question d'habitude finalement. C'est un voilier, c'est un sloop. Et qui est équipé pour le tour du monde. On a mis la 2e année, comme je vous disais, les réservoirs d'eau ont gelé quand on est arrivé dans la glace. Du coup, la 2e année, on a installé un dessalinisateur avec un réservoir qui était plus isolé parce que les réservoirs d'origine étaient dans la coque du bateau. Et pour éviter qu'il gèle pour le passage du Nord-Ouest, on a mis ça. Il y a un moteur. Je ne sais pas si vous allez voir sur les images, il y a une grosse caisse blanche qui est sous la baume du bateau. Ça, c'est ce qu'on a rajouté pour pouvoir mettre tout l'équipement de sport. Les skis notamment et les chaussures parce que j'avais pas de place sur le bateau pour les mettre. Et à l'intérieur, le seul compartiment personnel, c'est un petit filet où les gens peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dans le filet. Tout le reste, en fait, c'est du matériel de bricolage, de la nourriture, tout l'aspect de sécurité, etc. Tout ce qu'on a besoin sur un bateau, sachant qu'on ne peut pas tout avoir en double. Donc voilà. Alors le pilote automatique marche très bien. Depuis 2 mois à peu près, on est rentré. J'ai trouvé toutes les pannes. Je sais exactement tout ce qui m'a cassé les pieds pendant 7 ans. J'ai tout réparé, il marche parfaitement maintenant. Ça m'a pris 7 ans pour trouver tout ça. Donc effectivement, on verra peut-être plus tard d'ailleurs. Vous êtes devenu autonome en navigation au bout de combien de mois? Donc j'ai commencé à être autonome en termes de navigation, je pense, quand je suis arrivé dans le détroit de Bering à peu près. Donc au bout de 2 ans, on va dire. Où j'avais vraiment, je commençais vraiment à concevoir comment gérer tout seul le bateau. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que les marins qui sont venus à bord, qui étaient d'excellents marins, c'est des gens qui font le Vendée Globe, qui font les routes du Rhum, qui naviguent sur des bateaux hallucinants.
c'était des très bons marins, mais en revanche, quand on s'approchait des côtes et quand on était près des côtes, eh ben, un montagnard est probablement meilleur qu'un marin pour comprendre ce qu'il y a sous l'eau. En fait, typiquement, au Groenland, ce sont des montagnes alpines, comme ça. Donc c'est comme si la vallée de Chamonix était remplie d'eau. Et du coup, en tant que montagnard, eh ben, on voit les montagnes et on imagine comment ça continue pour aller au fond de la vallée. Alors qu'un marin voit de l'eau, il y a de l'eau. Et donc, pour tout ce qui est l'approche et vraiment la navigation côtière, ce qu'on a fait quand même beaucoup, l'expérience de montagnard était très intéressante. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que les ours étaient au voisinage à peu près 300 mètres. Est-ce qu'ils sont venus voir le bateau de près et avez-vous dû lutter contre eux ou fait avec? Donc on s'était préparé. J'ai acheté au Groenland, dans une station-service, j'ai acheté un fusil de la Première Guerre mondiale, un fusil russe de la Première Guerre mondiale avec une baïonnette qui est magnifique, au cas où on se fasse attaquer par les ours. Le fait est que souvent, tous les ours qu'on a vus en navigation, ils ont plutôt eu tendance à fuir, à s'éloigner du bateau. Et dans ce village, Karkovik, qui est en Alaska, c'est un village assez exceptionnel parce qu'il cohabite vraiment avec une soixantaine d'ours polaires qui est à 300 mètres du village, sur une lagune. Mais ça fait hyper longtemps qu'ils sont là, que le village est là, que les ours sont là, et il y a une espèce de cohabitation qui s'est installée, qui fonctionne très bien. Ils n'ont jamais eu de problème avec les ours. Il n'y a jamais eu d'attaque. Il y a eu une fois dans leur histoire où ils ont dû abattre un ours parce que il était venu dans le village et il commençait à détruire un abri de maison et la maison pour aller chercher à manger. Et ils n'arrivaient pas à le repousser. Mais en fait, il y a une espèce de surveillance et puis on a vu, je ne sais plus s'il y avait des images, mais on s'est approché à une 50aine de mètres des ours polaires et les ours, ils nous regardaient et puis ils se rendormaient tranquillement. Bon, c'est quand même un peu flippant. Un ours, je ne sais pas si vous voyez la taille d'un ours polaire, ça fait 3 mètres, 400 kilos, ça court à 40 km/h, ça nage mais aussi bien qu'un poisson, ça grimpe du 6B, ça arrive à grimper des parois de glace déversantes avec leurs petits dans la bouche. C'est des animaux, une fois qu'ils veulent vous attaquer, je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Hein. Donc là, on s'est gelé un petit peu pendant les 2 premiers films. Je vous propose de partir dans les tropiques et d'aller voir un petit peu ce Pacifique. Centré sur l'océan Pacifique, la Terre est bleue. Mais lorsque nous regardons plus en détail, il apparaît une multitude d'îles, de terres habitées comme un ensemble de villages reliés par la mer. C'est avec notre langage universel du sport, notre passion et nos idées folles que nous partons à la rencontre des communautés du triangle polynésien, vaste comme un continent. Nous l'approchons par la forêt primaire humide du sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, la terre des Maoris. La végétation est incroyable, si dense et humide que nos tentatives pour la pénétrer sont éreintantes. Et même si cette végétation est apaisante, il faut se battre, les pieds dans les marécages et la tête dans les fougères arborescentes pour avancer, chercher et trouver la falaise du haut de laquelle nous pourrons sauter. La Nouvelle-Zélande pour 30 jours de navigation accompagnée par la longue houle du Pacifique Sud, dont la direction constante semble m'indiquer la route vers la Polynésie française. Je remonte les latitudes jusqu'au tropique du Capricorne, l'eau devient chaude, bleue, claire comme rarement. Nous arrivons dans les îles au mois d'août en même temps que les baleines qui sont remontées de l'Antarctique. Elles profitent de l'hiver tropical pour se reposer et mettre bas.
notre navigation se poursuit jusqu'aux atolls des Tuamotu, des cercles de végétation rares posés sur le corail à fleur d'eau. Ils sont une source de vie marine riche tant que ses habitants restent à leur écoute. La rencontre avec un ancien de l'atoll de Manille nous émeut. Comme si on nous enfermait sur 1 mètre carré, on mettait 10 personnes à l'intérieur. Tu imagines 1 mètre carré avec 10 personnes? Il nous avoue que la perle noire de Polynésie leur a donné la fièvre du toujours plus de gains, jusqu'à oublier d'écouter les cris du petit lagon qui les nourrit depuis toujours. Le poisson, leur seule ressource naturelle, s'est épuisé. Mais comme rien n'est jamais trop tard, il nous avoue qu'après ces 2 dernières années où sa communauté s'est raisonnée, les poissons reviennent lentement dans son lagon, une espèce après l'autre. Les noms des îles voisines attisent l'imaginaire. Moorea, Bora Bora, Tahiti. Les paysages me surprennent par leur diversité, loin de l'unique cliché de plage et cocotiers que j'imaginais. Les montagnes sont hautes, les vallées abruptes et verdoyantes, et l'ensemble magnifiquement protégé par un lagon bienveillant. Nous passons 3 semaines à Tahiti avec 24 jeunes de l'association SOS Village d'Enfants. Nous partageons nos aventures, mais surtout, nous les aidons à reprendre confiance en eux, à dessiner leur avenir dans les îles de la société, guidés par les valeurs du sport que nous leur transmettons avec 2 recordman du monde de Highline. Pour Céline, il s'agit d'orienter ses études pour devenir magistrate et défendre les enfants malmenés. Nous reprenons la mer pour aller toujours plus au nord, toucher les îles Marquises proches de l'équateur. Celles qui furent admirablement décrites par Jacques Brel ou Paul Gauguin. Au détour d'une crique, aidés par les habitants, nous nous hissons au sommet de 2 pics pour une performance aussi belle qu'éphémère. Donc on est rentré dans ce Pacifique, on a changé d'ambiance. Et alors pendant les 2 premières années dans l'Arctique, Marion, du coup ma compagne, n'était pas à bord. C'était une des questions tout à l'heure. Parce que Marion, elle a travaillé pendant 15 ans dans des ONG humanitaires et notamment sur des situations de crise. Et les 2 premières années, elle était en train de gérer la crise en Syrie. Et puis elle m'a rejoint au Japon, notamment parce que ces 2 premières années de voyage, je les ai trouvées tellement riches, tellement variées en termes d'apprentissage, que j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je peux faire avec toute cette matière que j'apprends au quotidien, cette chance et opportunité que j'ai de découvrir la planète de cette façon-là, qu'est-ce que j'en fais? J'ai pas envie de la garder pour moi-même. Et du coup, on s'est mis ensemble pour réfléchir aussi comment on peut partager ça. On a créé l'association Maewan, avec laquelle on travaille aujourd'hui. Et vous l'avez vu dans ces images, c'est une des parties qu'on a mis en place, c'est qu'au long du voyage, on s'est arrêté sur des étapes et puis on a mis en place des projets d'éducation pédagogique avec des groupes d'enfants locaux. À Tahiti, ça a été en partie d'accompagner les gens de SOS Village d'Enfants, qui sont des fratries qui sont gardées dans des foyers d'accueil, parce que les parents, en tout cas les familles, ne pouvaient plus les garder chez eux. Et on a essayé de créer avec eux, on a monté des projets professionnels pour eux, adaptés à eux dans leur lieu où ils habitaient, accompagnés par les sportifs de haut niveau et puis notre expérience aussi d'expédition qu'on avait. Et c'est ce qu'on continue aujourd'hui à mettre en place.
On intervient énormément dans les écoles, en éducation, en environnement, en développement durable et en accompagnement professionnel des jeunes. Et donc on est rentré dans ce Pacifique, je ne sais pas si vous voyez le triangle polynésien, donc ça va de Hawaï qui est à peu près par là, jusqu'à la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques, et c'est vraiment ce triangle-là du peuple polynésien qui petit à petit, qui venait d'Asie, a commencé à coloniser toutes ces îles ici qui sont très rapprochées. Donc ça a été au début des gens avec des canots et puis des pagaies qui allaient d'îlot en îlot mais qui n'étaient pas très loin. Et petit à petit, en fait c'est des milliers d'îles qui sont comme ça, qui s'étendent jusqu'à l'île de Pâques et qui sont de plus en plus éloignées. Il y a 1500 ans, toutes les îles du Pacifique étaient déjà colonisées par les Polynésiens, par ce peuple qui a commencé à comprendre la navigation aux étoiles, qui arrivait à se localiser, à trouver des îles en regardant la voûte céleste, en comprenant en fait toute cette rotation en fonction des étoiles, où elles se levaient et qui leur donnait des indications. Mais ils ont commencé aussi à intégrer la houle du Pacifique Sud, parce que dans tout le Pacifique Sud, il y a une houle constante qui vient d'Antarctique et qui a la même direction. C'est une houle gigantesque, c'est des collines entières qui se déplacent. Des fois, il y a 3 vagues sur une houle. Et entre la température, les courants, les oiseaux, parce qu'en fait, à l'approche de terre, il y a certains types d'oiseaux qu'on arrive à reconnaître. Il y a même des oiseaux, les frégates, qui, elles, vont d'une terre à une zone de pêche en ligne droite. Donc quand on voit une frégate passer, on sait qu'on est à 4-5 jours maximum d'une terre dans la direction qu'elle a. Donc en fait, c'est plein d'indications comme ça qui ont fait qu'ils ont réussi à coloniser sans GPS, juste en regardant, en observant la nature, il y a déjà 1500 ans de ça. Nous, quand on a commencé à apprendre un petit peu, on a touché du doigt que ce type de navigation existait, et on s'est mis à observer la voûte céleste différemment, observer tous les éléments autour de nous pour essayer de comprendre un peu mieux. Et au bout de 7 ans, on est encore loin d'avoir intégré ça. Avec ce voyage, vous racontez une histoire qui est artistique et qui est humaine. Et je voulais savoir, au niveau planification, comment vous faites ? Comment vous avez vu les choses avant ? Est-ce qu'il y a les plans qui ont changé ? Ouais, donc ce que je disais au début, c'est que j'avais prévu de passer en Arctique, d'aller en Polynésie et en Antarctique, et de ne pas passer par Panama, donc ce qui faisait un tour des Amériques comme ça. Quand je suis parti, j'étais parti pour 4 ans. Au final, ça a duré quasiment 7 ans. Pourquoi ? Parce que quand on est arrivé dans le Pacifique, on a commencé à embrasser la grandeur, la taille du Pacifique. Je ne sais pas si vous avez un globe chez vous. Eh ben, regardez le Pacifique, vous voyez que de l'eau, il n'y a plus de terre, tellement c'est grand. Et en revanche, c'est rempli d'îles, donc c'est rempli d'une culture qui est géniale. Et en fait, en arrivant dans le Pacifique, finalement, on a décidé d'aller jusqu'en Tasmanie. Qui n'était pas prévu au début. On voulait passer, d'ailleurs on voulait aller en Alaska, à Hawaï et puis arriver en Polynésie. Sauf que quand on est arrivé dans le détroit de Bering, on s'est aperçu qu'on n'avait aucune information sur le Kamchatka, qu'il y avait quasiment jamais de bateau qui était allé là-bas, et on s'est dit tiens, on va aller voir. Et ça n'a pas été simple en termes d'autorisation. En revanche, on a été accueillis admirablement. Et pour vous donner un exemple, entre le Kamchatka, qui est cette péninsule, et le Japon, il y a les îles Kuril. Donc c'est des volcans qui sortent de l'eau. On est les premiers étrangers à demander l'autorisation d'aller là-bas. Et du coup, en fait, on a un petit peu étendu le voyage. Et effectivement, le parcours et puis l'expédition, c'est complété, je dirais, au fur et à mesure des voyages et des rencontres et des opportunités, et puis de ce qu'on avait, des discussions qu'on a eues avec les gens. Et puis après, donc ça, voilà, je disais, pour aller en Tasmanie, ça a rajouté 1 année.
Et après, on avait prévu de passer 3 mois en Polynésie. Et quand on est arrivé en Polynésie, qu'on a vu cette diversité, cette force de culture du peuple polynésien, on s'est dit, on a envie de comprendre un peu mieux. Il y a 7 archipels différents en Polynésie, mais chacun des archipels a une morphologie d'île qui est complètement différente, enfin en tout cas qui est très différente, entre les atolls qui sont vraiment des cercles de végétation au ras de l'eau, aux îles Marquises qui sont des montagnes jeunes et hautes, à toutes les îles sous le vent qui sont encore des volcans, des restes de volcans avec un lagon et une barrière de corail, les îles du sud de la Polynésie, Rapaïti qui est hyper éloigné, donc on a eu envie en fait de passer un peu plus de temps. On a rajouté une année pour rester en Polynésie aussi. Et puis quand même pour la petite histoire, je parle pas mal d'Antarctique, mais le Covid a fait qu'on n'a pas pu aller en Antarctique. On a loupé la saison, on est rentré en France et puis le Covid nous a arrêtés pendant 10 mois. On ne pouvait plus retourner au Chili qui était fermé, avec les frontières fermées, et du coup on a loupé la saison d'Antarctique, donc on y retournera plus tard. Et oui, juste peut-être pour résumer, on avait un plan de départ, mais qu'on a vraiment adapté au fur et à mesure des opportunités et puis des intérêts du voyage. J'ai juste une question pratique, vous l'avez peut-être dit, mais je ne l'ai pas saisi. Vous avez dit que vous êtes parti dans le froid, on voit la glace, on voit la difficulté, après on vous voit dans le chaud avec des îles de rêve. Est-ce que vous pouvez montrer à peu près, la première année on a fait ça, la deuxième année on a fait ça, la troisième? J'ai besoin de comprendre comment vous vous êtes déplacé, s'il vous plaît. Pas de problème. Donc on est parti, et la première année on est allé tout là-haut, les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, on est monté, puis on est redescendu, puis on est remonté. Et on a posé le bateau au Groenland. La deuxième année, on est reparti, on est monté jusqu'à là-haut et on a passé le passage du Nord-Ouest, Alaska, on a traversé sur le Kamchatka et on a hiverné le bateau ici. La troisième année, on est reparti de là et on est allé jusque... Alors là, c'est un peu flou dans les mois, mais je pense qu'on est allé jusqu'à Hobart. Attendez, j'ai passé... Non, on a passé Noël... Ouais, mais on a continué à naviguer. Bon, en tout cas, c'était une étape jusqu'à Tasmanie, on va dire. Et après, la Nouvelle-Zélande, la Polynésie, tac, ça fait une autre année. La Polynésie, toutes ces îles-là qu'on va voir sur le film d'après, les canaux de Patagonie, et puis on a laissé le bateau là. C'est là où on a passé 10 mois en France parce qu'on ne pouvait plus retourner là. Et du coup, après, on est le trajet, donc c'est pas exactement celui qui est sur la carte. C'est on est repassé dans les canaux, hop, on est remonté au Brésil et on a longé tout le Brésil jusqu'à rentrer dans l'Amazone sur 1000 km. Et puis après, on est rentré. Attendez, je pense qu'il y a une année qui est jusqu'à Rio. Et après, la dernière boucle, c'est toute la côte, l'Amazone, les Açores et puis la France. Le vent vous oblige à faire ce tour du monde dans ce sens-là? Eh bien, pas du tout. Et c'est justement ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a voulu aller découvrir la planète à travers la pratique de sport outdoor. C'était vraiment l'idée de départ, parce que moi c'est le réseau aussi de personnes que j'avais autour de moi, en me disant on va aller trouver des nouveaux sites de pratiques sportives. Et du coup, on n'a pas du tout réfléchi en termes de navigation, mais plutôt en termes de peut-être au Groenland, on va aller faire du ski, l'alpinisme, et puis là, on va aller faire du kite surf, et puis là, on va aller faire de l'escalade, et là de la highline, et là du base jump, etc. Et du coup, on n'a pas suivi les chemins de navigation classiques, mais en revanche, ça nous a permis d'aller dans les endroits auxquels on n'aurait absolument pas pensé. Et le nombre d'endroits où les gens n'avaient pas vu d'étrangers depuis je ne sais pas combien d'années, où ils n'avaient jamais vu de voilier, où ils n'avaient jamais vu d'étrangers, est assez marquant. On est passé par une île, Utupua, qui est dans les îles Salomon, qui est par là même. Ils n'avaient pas vu d'étrangers depuis 10 ans. Ils vivent en autarcie complète, ils n'ont aucun moteur, ils ont des tout petits panneaux solaires pour faire marcher leurs lampes quand ils vont à la pêche la nuit, c'est tout. Le vent nous facilite
les choses pour passer dans un sens. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des tours du monde que j'allais dire classiques, qui sont une route qui suivent les alizés. Parce que autour de l'équateur, entre les tropiques, vers les tropiques, les vents ils soufflent toujours comme ça là. Donc en fait, si on prend ce chemin, on est poussé par les vents autour du monde et puis on peut faire le tour. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est que du coup, comme on était dans le nord, on a traversé ces alizés et puis on est remonté comme ça et puis on est redescendu et du coup, on était un peu à contre-courant en faisant des montées et des descentes. Parce qu'en fait, avec un bateau à voile, on ne peut pas aller complètement face au vent. Mais quand le vent vient comme ça, on arrive plus ou moins à faire des angles comme ça. Avec Maewan, qui n'est pas un quillard, qui est un dériveur, on arrive très mal à remonter au vent. Donc en fait, on fait pas mal de zigzags. Je me demandais, du coup, pour la deuxième année de l'étape du Groenland à Bering, qui est une étape extrêmement difficile, dans un espace hostile. Vous étiez obligé de rester dans ce dériveur. Mais comment physiquement vous faisiez pour, peut-être faire des exercices? Est-ce que vous aviez la possibilité de le faire? Ou est-ce que vous aviez vraiment vécu ça comme une certaine contrainte aussi? Peut-être de déplacement, de liberté de mouvement? Alors, c'est une bonne question parce que c'est le paradoxe un petit peu du bateau. Donc régulièrement, on met le pied à terre et puis on va se promener. Donc on fait quand même de l'exercice. En revanche, au départ, j'avoue que naïvement, je m'étais dit, on a un bateau, on va n'importe où, paf, on débarque, on fait ce qu'on veut, etc. Sauf qu'en fait, il se passe toujours quelque chose qui fait que le bateau, il faut le surveiller. Et c'est vrai que les premières années, j'étais un peu frustré parce que j'étais prisonnier de mon bateau un peu parce que je pouvais pas le laisser tout seul en sécurité. Et le bateau, sur ces voyages-là, ça a été notre seule sécurité. Pour la petite histoire, le bateau n'a pas d'assurance. J'ai trouvé aucun assureur qui a voulu m'y assurer avant de partir. Parce qu'on partait dans l'Atlantique Nord l'hiver et parce qu'on allait au-delà du 60e parallèle et du coup dans les glaces. Donc il n'y a personne qui a voulu nous assurer. Et du coup, ça a renforcé aussi cette autonomie, cette responsabilité de ce qui se passait en me disant je compte sur personne d'autre que nous-mêmes. Donc en fait, effectivement, le bateau, c'est une liberté assez hallucinante, mais en même temps, il y a beaucoup de contraintes qui vont avec. Et l'exercice physique, on en a fait quand même le plus possible. Chaque fois qu'on pouvait sortir, débarquer, on l'a fait. Du coup, là, on avait, c'était le film que vous avez vu, c'était un peu pour parler du Pacifique. Et là, on part de Polynésie et on va aller jusqu'au Chili, sachant qu'on a essayé d'aller visiter tous les petits îlots qui étaient marqués sur la carte. Ma découverte du monde se poursuit et je me rends compte que plus je l'explore, plus je trouve des destinations où personne ne prend le temps d'aller. L'île la plus isolée de Polynésie française est Rapaïti, à 1 semaine de navigation au sud de Tahiti. Nous arrivons dans la baie quelques heures après une frégate militaire de passage. Dès le lendemain, nous participons à une journée de sensibilisation sur l'importance de l'eau et de sa pollution avec les enfants de l'école. Puis s'enchaîne une réunion avec les habitants qui nous expliquent le fonctionnement du Conseil des 9 sages, qui prennent toutes les décisions liées aux ressources naturelles. L'émotion monte lorsque le maire m'explique qu'il préserve 2 grandes vallées de l'île pour être prêt à accueillir les futurs réfugiés climatiques des atolls des Tuamotu, qui disparaîtront avec la montée des eaux. C'est bon de rencontrer des gens qui sont connectés à fond avec la nature, connectés à fond entre eux aussi. Nous repartons les cales pleines de poissons, fruits et légumes, offerts au gré des rencontres. Les distances sont grandes entre chaque terre,
et les différences entre les îles sont de plus en plus marquées. La vie à bord s'organise, chacun prend ses marques, les manœuvres s'enchaînent, le temps passe comme une routine ponctuée par une météo qui nous demande plus ou moins d'attention. Une avarie de Bararou nous oblige à relâcher à Adamstown, dans les îles Pitcairn. Il est l'îlot où se sont réfugiés les descendants des mutins du HMS Bounty. Au hasard d'une discussion, il mentionne l'atoll de Doucy, sur laquelle personne ne va. C'est une île déserte éloignée des routes maritimes qui n'a jamais été habitée. Elle n'offre pas d'abri pour poser l'ancre et les coraux rendent le débarquement difficile. Cet atoll est un paradis isolé des hommes. Pourtant, nous restons sans voix, profondément marqués par la quantité invraisemblable des déchets échoués sur cette terre vierge à plus de 5000 km du premier continent. J'aime l'espoir que nous donnent les rencontres des habitants du bout du monde. Et intrigués par le nom, nous nous déroutons pour rendre visite à l'île Robinson Crusoe. Ce qui semble n'être qu'un rocher sur la carte s'avère être une île haute comme rarement. Nous découvrons une communauté de pêcheurs qui vivent 8 mois de l'année sur cette île inhospitalière, mais qui regorge de vie marine. Conscients de leur isolement, ils trouvent ici un équilibre de vie en autarcie. Il est étonnant de voir que l'une est esthéticienne, l'autre architecte, garde de parc ou chauffeur de Uber. Tous ont souhaité renouer avec une vie plus saine et proche de leur environnement. C'est accompagné par les phoques que nous quittons l'île en direction du Chili, encore à une bonne semaine de navigation. Du coup, la première île, là, c'est Rapaïti, qui est l'île la plus au sud de la Polynésie française. Assez intéressant, c'est une île qui n'a jamais voulu construire d'aéroport pour que les gens qui viennent la visiter prennent du temps à venir vivre la vie qu'ils avaient sur place et qu'il n'y ait pas des gens qui vont et viennent rapidement sans avoir vécu leur vie. Je ne sais pas si vous avez noté ça, mais c'est quand même un maire de l'île, un chef de l'île, qui est capable de penser à l'avenir en se disant « Je sais que les atolls, avec la montée des eaux, ils vont disparaître. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir besoin d'une terre d'accueil. Et ben, nous, on a 2 grandes vallées. On va les préserver. On ne met aucune habitation là-bas pour pouvoir accueillir ces gens-là. » En termes de leçons, quand on va à l'autre bout du monde sur des communautés isolées et qu'on a ce type de réflexion, ben moi ça m'a vraiment marqué. C'est des gens qui prennent toutes les décisions liées aux ressources de façon communautaire. Ils ont un conseil qui réunit en fait une personne par famille quasiment, et chaque fois qu'il y a une zone de pêche, un type de poisson à prendre, des plantations à faire, des installations de maisons, l'épuisement de l'eau, etc., tout est pris de façon communautaire pour qu'il y ait une gestion durable de ressources. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis après, on a cette île. Je vais remettre une image du coup de l'île de Doucy. Merci, je peux essayer. Mais j'ai une question en fait sur les
deuxième année aussi, parce que j'ai fait un petit peu de voile. Et en fait, j'étais intéressée par les bateaux. Si vous avez tapé de glace, parfois. Oui. Donc Maïwan a quelques bosses. Et notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, en sortant du fjord du sud du Groenland, il y avait un clapot de face et on a un iceberg transparent qu'on n'avait pas vu, un growler en fait qui était peut-être la taille d'une table, qui a tapé le bateau et qui est venu taper le gouvernail du bateau et qui l'a fait un petit peu bouger, qui a fissuré la coque. Ouf. Et du coup, on a une voie d'eau qui est restée pendant 3 semaines, le temps qu'on arrive à trouver un endroit où réparer. Et en fait, la réparation, c'était à Nuuk, qui est la capitale du Groenland, où il y a un endroit où il y avait une route qui était à proximité du bord où je vais pu échouer le bateau. Et donc, je suis venu échouer le bateau. J'ai commandé un camion grue pour faire venir un groupe électrogène de 380 volts pour pouvoir faire fonctionner la soudure aluminium. J'ai trouvé 2 Polonais qui soudaient l'aluminium et qui sont venus entre la marée haute et la marée basse souder le bateau, réparer le bateau. Ils ont fini les pieds dans l'eau avec la marée qui montait. Wow. Il y a aussi une autre question. Comment vous avez reçu votre météo? Parce que je crois que peut-être il n'y a pas de réseau partout, non? On a une antenne satellite à bord et du coup on a Internet et le téléphone. C'est extrêmement cher, donc on l'utilise avec parcimonie, mais on a de quoi prendre les fichiers météo. Et en fait, en termes aussi de secours, ce qu'on a à bord, c'est une assistance médicale avec une société qui s'appelle Dokever qui médicalise par exemple l'UTMB ici à Chamonix ou pas mal de marathons. Et on a une pharmacie qui est vraiment très complète à bord. Ils ont exactement la liste de ce qu'on a. Et en fait, par téléphone et on envoie des photos, ils nous font des diagnostics à distance et des accompagnements de gestes pour gérer en fait l'urgence. Et d'ailleurs avec Hervé et Juliette qui sont là, on a fait le premier exercice avec eux. Ça c'était en accord avec le patron Bruno Basset, en disant on va voir comment les équipes à terre réagissent. Et du coup quand on était au Groenland, on a simulé, c'était Juliette non ou Hervé, je sais plus, c'est Juliette, une fracture ou en tout cas une blessure au coude d'un accident en parapente. Donc pour eux c'était 3h du matin et ils ont mis tout en place, ils nous ont donné les gestes à faire, le protocole, ils nous disaient faites ça, tac, je vous rappelle en 2 minutes, paf, qu'est-ce qui se passe, ok, qu'est-ce que c'est? Et en même temps, eux, ils étaient en train de contacter tous les centres de secours autour du point GPS sur lequel on était pour trouver le plus proche et trouver éventuellement des secours possibles avec hélico, bateau, etc. Donc voilà, la sécurité qu'on a à bord, c'est notamment ça en termes de médical. Vous étiez 6 personnes? Maximum 6, on était entre 1 et 6. Et pour naviguer sans s'arrêter, vous avez fait comment? 4 heures chaque 2 personnes? Alors, moi j'ai pas pour l'habitude d'avoir des quarts très fixes, mais c'est plutôt on a un tour de rôle et puis les personnes, si elles sont trop fatiguées, elles vont réveiller le suivant. Et que ça fasse une demi-heure qu'ils sont dehors ou 4 heures, c'est à eux de gérer, sachant qu'il faut quand même se préserver sur la durée. Ça sert à rien de se faire un quart de 8 heures si le prochain quart on n'est pas capable de le prendre. Donc en fait faut gérer ça. Et moi je me mets souvent hors quart parce qu'en fait je suis en permanence en train d'écouter, de savoir, de comprendre. Finalement, vous savez, le bateau, après 7 ans, c'est un compagnon qu'on connaît parfaitement. Chaque mouvement du bateau, chaque bruit, chaque son, chaque évolution, chaque coup de vent, etc., on les ressent en fait, même dans le sommeil. Merci. Et donc, on était dans le Pacifique, et on va voir cette île de Ducie Island, qui est un paradis. Je ne sais pas si vous avez vu les images, c'est un espèce d'atoll. Il n'y a pas d'eau douce, donc en fait, elle n'a jamais été habitée. Et nous, on a une chance
hallucinante de pouvoir débarquer parce que le jour où on était là, sur les images, vous l'avez vu, il n'y a pas du tout de vent et il n'y a pas de houle. Parce qu'il y a une barrière de corail qui fait le tour de l'île. Donc on a pu débarquer sans se faire déchiqueter sur les coraux et arriver à terre. Et quand on a commencé à approcher l'île en bateau, il y a les oiseaux qui sont venus nous voir, qui venaient quasiment se poser sur le bateau, qui venaient hyper curieux à tour de rôle. Et c'est des milliers d'oiseaux qui habitent là. On a mouillé l'ancre. L'eau était tellement claire qu'on a visé une tache de sable. Paf, on a posé l'ancre et le bateau n'a pas bougé de la journée. Et on s'est mis à l'eau. Et là, il y a les poissons qui ont commencé à venir nous voir. Hyper curieux, qui venaient mais à 30 cm de nous, comme ça. Qu'est-ce que c'est ces animaux-là? Et puis on a débarqué et on est tombé en fait sur une quantité de déchets hallucinante. Et alors moi ça m'a marqué. Donc là on a regroupé en fait des déchets pour on a laissé les déchets. Autant vous dire que ramasser c'était impossible. Il y en avait tellement, c'était des cargos et des cargos à décharger. Ce qui m'a marqué, en fait, je ne sais pas si vous voyez, c'est le type de déchets qu'on a trouvé. Parce que quand on voit une brosse à dents, un peigne, une brosse à cheveux, un briquet, un rasoir, une visière de casque, un déodorant, un rouleau de tape, de scotch, un talon aiguille, des semelles, des bouteilles plastiques, un aspirateur, une selle de jouets pour enfants, des morceaux de plastique, des caisses, etc. Moi, je me dis, j'ai du mal à dire, à pointer du doigt qui que ce soit d'autre que moi-même. Parce que tout ça, là, je l'ai utilisé dans ma vie. En revanche, ça se retrouve sur une île déserte, à plus de 5000 km de la première côte qui est le Pérou. Et tout ça pour dire que là, c'est un exemple, on est vraiment allé chercher les îles les plus éloignées possibles, les plus isolées pour voir ce qu'il y avait. Des déchets, on en a trouvé sur toutes les plages du Pacifique. Il n'y a pas une journée en mer où on ne voit pas des déchets flotter. Et c'est les types de déchets qu'on voit, c'est toutes ces choses en fait qu'on utilise et puis qu'on jette, qui ne sont pas durables. C'est que des objets en fait qui sont à usage unique quasiment. Et ça laisse à réfléchir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dans le même trip, on était au détroit d'Ormuz avec Juliette en kayak de mer. Donc on faisait un trip de bateau. On était allé sur des plages qui étaient quand même assez isolées aussi. Et donc du coup le soir on débarquait avec le kayak pour aller dormir. Et en fait sur les plages de sable blanc dans des endroits super beaux, on traversait 3-4 mètres de bouteilles plastiques sur 50 cm d'épaisseur. Partout, sur toutes les plages. Et donc du coup en fait ce qu'on voit chez nous c'est pas réel, c'est nettoyé en fait. Et donc du coup la mer en fait recrache du plastique, des déchets, etc. Et plus c'est isolé, et moins c'est nettoyé, donc du coup plus c'est visible. Il faut savoir qu'un déchet plastique, il met 6 ans à faire le tour du monde. Donc en fait c'est pareil, là sur les déchets qu'on a trouvés, on a essayé de regarder les écritures pour voir d'où ça venait, mais en fait il y a tous les pays du monde. Bon, c'est pas pour plomber l'ambiance, mais ça laisse à réfléchir. Et je peux vous dire que ça peut être un peu dur à voir comme ça, là, mais quand on va sur place et qu'on voit ça, c'est un peu lourd. Du coup, les déchets voyagent aussi vite que vous. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Comment ? Une histoire de bouteille que tu avais laissé. Prends le micro. Une histoire de bouteille laissée au Népal. Donc c'est peut-être l'histoire, c'est qu'en fait un jour j'étais au sommet du Mont Blanc, ou j'étais peut-être au sommet d'un sommet himalayen, et puis j'avais ma bouteille de coca normale que je jette parce qu'elle était vide, et puis je l'ai retrouvée sur l'île de Ducie Island quelques années après. Non, mais en fait, une pollution, souvent on a tendance à séparer les océans, la terre, les littorales, etc. Le littoral. Mais une bouteille qu'on jette au sommet du Mont Blanc, par gravité, de toute façon, elle finira dans les océans.
Moi, j'avais une question sur, justement, vous avez vu la pollution, les effets du changement climatique. Qu'est-ce que ça a fait sur votre expédition ? Est-ce qu'il y a eu justement un message que vous apportez ou que vous portez dans votre pratique aussi de voyage et... Ouais. Absolument. Le premier effet, c'est qu'on a vraiment créé l'association Maewan dans ce but-là, de se dire tout ce qu'on voit, que ce soit des impacts de l'activité humaine, mais aussi des solutions de vie beaucoup plus durables, on va les partager. Parce que c'est pas compliqué d'éviter, c'est pas très compliqué d'éviter qu'il y ait ce type de déchets. Il suffit d'arrêter de les utiliser et de les produire. Bon, c'est facile à dire, d'accord. Mais quand même, si on peut commencer à se dire, en fait, un objet, j'essaie de l'avoir pour une durée longue, ça change radicalement les choses. Les bouteilles comme ça, on en voit partout. C'est juste un contenant dans lequel on met de l'eau. On peut très bien avoir une gourde, et puis c'est tout, et puis la remplir avec de l'eau. C'est quand même pas très compliqué. Donc l'effet, c'est la création de l'association et puis le travail œuvrer pour le développement durable. Et nous, dans notre vie quotidienne, oui, ça a eu un impact. Aujourd'hui, j'ai foncièrement du mal à me retrouver devant un étalage de supermarché avec tous les emballages qu'on peut voir. Parce que tous ces emballages, je les vois sur les plages en fait que j'ai traversées. Donc ça me fait, je préfère ne pas acheter quelque chose dont j'ai envie plutôt que d'acheter un emballage en fait. Mais je vois bien que aussi que l'ayant vécu, ça a un impact beaucoup plus fort que de le savoir. Avant de partir sur ce voyage, j'étais tout à fait conscient des problématiques de pollution, plastique notamment, des continents ou des patchs de plastique, des gyres de plastique qui existaient. On en a traversé 2. Je peux vous montrer, mais il y en a 6 recensés dans le monde. Le premier qu'on a traversé, j'étais tout seul en plus, parce que du coup, pour exercer un peu plus ma formation de marin, j'ai fait 2 traversées en solitaire. Et la première, c'était du Japon jusqu'aux îles Salomon pendant 1 mois et demi. Et en fait, un beau jour, au milieu, je me suis levé le matin, j'ai failli me prendre une espèce de bidon qui faisait la taille de tout ça, là, un cylindre en métal. Et puis je me réveille, il y avait des trucs qui flottaient partout. Donc il y avait des macro-déchets, des grosses choses. Mais en fait, petit à petit, en regardant un petit peu dans l'eau, on s'aperçoit qu'en fait, il y a plein de tout petits morceaux de plastique qui flottent dans l'eau. Là-dedans, je suis resté 2 jours. C'est environ 400 km. Et je ne sais pas où j'étais dans le gyre. Le deuxième, c'était donc quand on était dans cette zone de l'île de Doucy. C'est par là, c'est vers l'île de Pâques. Là, on est resté 1 semaine dedans. En revanche, il y avait beaucoup moins de macro-déchets et beaucoup plus de petits déchets, parce que le plastique ne disparaît pas et en fait il se casse et il devient des petits morceaux de plastique qu'on retrouve dans toutes les plages en fait, dans toutes les plages qu'on a croisées. Nous avons quitté la Russie il y a 1 an et demi déjà. Depuis, nous naviguons d'île en île sans avoir touché aucun continent. Le Chili approche et sur notre route, une grosse dépression se creuse. Nous avons le choix d'essayer de l'éviter, mais renouer avec les tempêtes des hautes latitudes me démange. Et comme Marion et Joseph partagent mon avis, nous gardons le cap. Joseph est en train de manger son petit lyophilisé, mais on est bien dans la tempête. On s'est pris déjà quelques bons grains. Les vents forcissent. Nous réduisons la voilure et pendant 1 journée et 1 nuit, des vagues impressionnantes nous déferlent dessus. We're in Chile. Chilo, brother. Puerto Montt est la ville la plus au nord des canaux de Patagonie. Nous profitons de ces quelques jours de civilisation pour réparer et ravitailler Maewan, avant de reprendre la mer à la recherche de vagues à surfer.
Vas-y, allume! Les canaux sont sauvages, les villages rares, la pluie abondante et la végétation, aussi dense qu'en Nouvelle-Zélande, est sculptée par les vents. Je suis surpris par le peu d'oiseaux autour de nous. Ewen, qui pêche tous les jours, n'attrape aucun poisson. Un mois passe et j'ai le sentiment d'être dans des fjords où la vie marine a disparu, à l'exception des centaines de fermes de saumon installées à chaque coin de fjord. Plus nous descendons vers le sud, plus le relief s'élève. Les montagnes deviennent alpines. Les sommets nous appellent, alors nous profitons d'une météo clémente pour nous lancer à la conquête d'une impressionnante tour rocheuse. Nous continuons à explorer ces innombrables fjords, passant d'un refuge à un autre pour éviter les coups de vent violents. Tout au sud, nous finissons par entrer dans le canal Beagle, ce passage protégé qui évite le Cap Horn entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Nous croisons des cargos énormes qui l'empruntent, des ferries de passagers ou riches propriétaires venus explorer la Terre de Feu. Les premiers navigateurs arrivés ici l'ont surnommé ainsi après avoir été surpris par ces feux qui flottaient sur l'eau. Les habitants, les Yagans, plongeaient pour pêcher et c'est grâce à un feu sur leur pirogue qu'ils se réchauffaient. Nous sommes à Puerto Williams, la ville la plus au sud du monde, tout près du Cap Horn. Une halte pour reprendre des forces avant de se lancer vers l'Antarctique. Là, c'était sympa les canaux de Patagonie. C'est intéressant. Compliqué en termes de météo parce qu'il y a vraiment toutes les tempêtes qui arrivent d'Antarctique qui viennent se heurter sur les fjords qui sont assez profonds et on ne sait jamais en fait dans quel sens au début, en tout cas ça m'a pris vraiment du temps à comprendre dans quel sens arriverait le vent. Et c'est des vents qui arrivent à 50, 60 nœuds. Donc ça fait 120, 130 km/h. C'est assez violent pour un bateau. On s'est pris un coup de vent, un coup qui n'était pas prévu de 70 nœuds. Et par chance, on était accosté, amarré à une des fermes de saumon. Qu'on était en train, parce qu'on est venu dans les fjords avec un scientifique cette fois, Julien, qui est venu faire des prélèvements d'eau aux abords des fermes, parce que c'est quand même une problématique là-bas. Comme je disais, il y a 1800 fermes de saumon réparties dans les fjords, alors qu'il y a 4 villages, mais il y en a à tous les coins de fjord. Et une ferme, c'est plus d'1 million de saumons. Et ça, en fait, ça génère une telle masse de déchets que ça puise toute l'oxygène de l'eau pour dégrader, oxyder ces déchets de saumon, et ça asphyxie toute la vie marine. Donc c'est un réel problème, sans compter qu'apparemment il y a un lien entre les marées rouges, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est du phytoplancton mortel pour les espèces, pour les humains. On ne peut pas manger d'huîtres ou de moules dans les canaux de Patagonie. Il y a un risque mortel en fait qui est avéré et qui est sévère, justement à cause de cette algue. Et en fait, apparemment, il y a un lien entre la prolifération de ces fermes de saumon et la prolifération de ce phytoplancton mortel. Donc Julien était là pour faire des prélèvements. Et nous, comme on est assez innocents avec notre petit bateau en train de faire du surf ou du kite, et ben les gens des fermes, ils nous accueillent assez facilement, les bras ouverts. Et nous, on a fait des prélèvements pendant que eux, ils nous accueillaient.
Mais heureusement, parce que le jour où on s'est pris ces 70 nœuds, si on avait été au mouillage, je sais pas où, je pense qu'on aurait été rossé sur la côte. Alors que là, on était bien amarré à une bonne ferme de saumon. Mais qui sont les propriétaires des fermes? Très intéressant. Ce sont en grande partie les Norvégiens qui ont arrêté de mettre les fermes chez eux parce qu'ils ont bien vu la pollution que ça générait. Donc ils sont venus installer des fermes en Patagonie, sachant que le saumon est une espèce endémique de l'hémisphère nord. Donc c'est pas une espèce qui habite dans l'hémisphère sud, qui a été introduite dans les canaux de Patagonie et qui aujourd'hui est en train, c'est un poisson carnivore, le saumon, donc il est en train de décimer toutes les espèces endémiques des fjords. Fjords qui sont un endroit unique au monde entre 3 océans et avec ce nombre de dédales, en fait, ce brassage d'eau différente entre l'Atlantique, le Pacifique et l'océan Antarctique. Ouais. Alors les saumons qui vivent dans cette pollution arrivent à survivre parce qu'ils sont contrôlés en permanence. Il faut savoir que dans les fermes de saumon, il y a des compresseurs à air pour réoxygéner l'eau quand ils voient que les saumons commencent à avoir le ventre en l'air, qu'ils sont nourris avec des croquettes de poissons, mais on a besoin de 5 kilos de petits poissons pour fabriquer 1 kilo de saumon. Donc en fait, on ferait mieux de manger des sardines plutôt que du saumon. Et en fait, il y a des maladies en permanence. Ils sont arrivés à une dose d'antibiotiques tellement forte qu'aujourd'hui, on ne sait pas produire plus fort en termes d'antibiotiques. Et régulièrement, il y a des épidémies de saumon. Et là, ils prennent l'ensemble de la ferme et puis ils les tuent. Ils en font une bouillasse qui sert dans les produits cosmétiques, etc. Je vous conseille, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, il y a un super documentaire qui a été fait par Patagonia sur ce sujet des fermes, du coup pour le coup en Norvège, mais qui sont assez et c'est la même problématique. Ouais, qui est vraiment très complet et très intéressant. On va clôturer avec ton dernier petit film et il y aura encore une petite série. En tout cas, essayez de manger des poissons locaux, des truites, des poissons de lac et de rivière plutôt que du saumon qui vient de l'autre bout du monde. Et donc, je vous propose un petit film sur l'Amazone. Un bonus. Qui est où ? L'Amazone, donc on est remonté 1000 km jusqu'à un peu plus loin que Santorem. Très intéressant. C'est une navigation complètement différente, vous allez le voir. On a été obligé de frôler le rivage, en fait, parce qu'il y a quand même 4-5 nœuds de courant sur l'Amazone. Donc, Maïwan va à 5-6 nœuds. Même si on a fait un record de 22 nœuds dans une vague dans les tempêtes. Mais bon, c'est pas la vitesse moyenne du tout. Et du coup, écoutez, je vous laisse voir. Vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado. Eu não sei não, se a gente ficar parado, vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado. Porque tem gente que só pensa em grandes loucos com o instinto de matar. Tudo devora e ignora que a vida é preciso amar. Finge o tempo todo que não vê a devastação. O verde grande escala tá sumindo, restando a degradação. Animais na lista de extinção ameaçados, isso é problema. Juntos precisamos respeitar e proteger todo o ecossistema. O planeta irá agradecer, o céu, a terra e o mar. A vida precisamos defender e aprender a valorizar.
Eu não sei não, se a gente ficar parado, vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado. Não sei não, se a gente ficar parado, vendo a Amazônia destruída e o planeta ameaçado. Hoje o futuro que ainda resta, pode crer, é ameaçador. A natureza chora vendo o homem o seu principal predador. Aumento de grande temperatura, aquecimento global. Muita incidência de chuva. Faz parte de uma mudança climática que causa impacto ambiental. E o planeta ameaçado. Cette chanson, il l'a fait, on est resté quelques jours dans le village là où on était, et il l'a fait pour nous. Et en fait, elle raconte l'histoire de la Terre, et puis des problématiques, et puis de la déforestation, et des solutions pour ne plus arrêter de la déforester, etc. Donc c'était assez marquant. Et on a suivi, nous, le fleuve, et ce voyage sur l'Amazone, on a suivi un fil rouge, un fil conducteur qui était le cacao natif de la forêt amazonienne. Parce qu'en fait, ce cacao natif, il prend le goût de toutes les espèces environnantes, et donc les chocolatiers très fins recherchent ces fèves de cacao parce qu'elles ont un goût vraiment particulier de cacao de la forêt amazonienne. Et il y a encore pas mal de villages, c'est une cueillette qui se développe, qui vont chercher dans la forêt originale ces fruits de cacao et en font fermenter les fèves, sécher et puis les vendre aux chocolatiers. Il faut savoir qu'en fait, pourquoi on a suivi ça, parce que c'est une des solutions aussi pour arrêter de déforester la forêt, parce que c'est plus lucratif pour les gens qui récoltent ces fruits de cacao que de l'élevage de bœuf ou de la culture de soja. Donc c'est une solution aussi pour les communautés locales de trouver un revenu qui est plus confortable que de déforester leur parcelle de terre. Pour revenir sur la question de temporalité, maintenant que vous êtes revenu, est-ce que vous avez réussi à garder cette temporalité un peu ralentie dans le monde qu'on vit tous les jours ici, par exemple dans la vallée? Ou est-ce que vous vous êtes refait prendre par un peu la tornade qu'on vit tous les jours? On se ferait reprendre très vite. Et en fait, ça vient notamment d'une chose, c'est que sur le bateau, on a un téléphone satellite, mais on l'utilise très rarement. Et au final, on est en permanence connecté avec les gens, avec le lieu présent et le moment présent. Alors que dès qu'on revient dans une civilisation, et ben au final, entre tous les réseaux sociaux, toutes les SMS, le téléphone, les emails, vous connaissez tout ça, on est en permanence sollicité d'un endroit qui n'est pas le présent, qui n'est pas local. Et c'est en fait cette tornade un petit peu qui nous reprend, qui fait qu'on a l'esprit qui part de droite à gauche en permanence et qui nous fait augmenter cette activité finalement et cette hyperactivité. Mais on fait beaucoup plus attention à nos déplacements, on fait beaucoup plus attention à la nourriture, je vous en parlais tout à l'heure, qu'on mange, on essaie de vraiment d'avoir une vie un petit peu différente, mais on est loin d'être exemplaire et en fait ça va prendre quand même du temps d'arriver à se sentir bien là où on vit, avec tout le monde, sans être marginalisé et d'avoir un rythme différent. Et du coup, je vais poser la dernière question et on va clôturer, parce que je pense qu'on pourrait faire 3 soirs de conférences sur Maïwan. C'est quoi la suite pour toi après ce premier gros projet ? Donc nous aujourd'hui, où on en est avec Marion, c'est qu'on essaie vraiment de stabiliser l'association, de la faire grandir, de trouver les financements pour mettre en place tous nos programmes de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement d'entreprises et de territoires en développement durable. On recherche des fonds
s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, eh ben, je suis là pour en parler. Et en fait, ce qu'on prévoit dans la suite, c'est de repartir sur un grand tour du monde. Aujourd'hui, on a fait le tour des Amériques. Et demain, on essaie de repartir sur le tour de l'Afrique, Asie, Europe. Sur un grand voyage qui va durer à peu près la même durée. Pourquoi ? Parce que nous, c'est vraiment là où on puise notre inspiration. C'est là où on trouve les bonnes pratiques aussi autour du monde auprès des peuples et des communautés isolées. Et donc c'est toute cette matière qui fait qu'on arrive à intervenir aussi dans les écoles, à raconter peut-être des histoires, mais des solutions, des impacts, etc. On te réinvite dans 8 ans, alors prenez le rendez-vous. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour... Et merci à Erwan, on peut l'applaudir. Merci d'être venu. Et je vous invite aussi à suivre peut-être les réseaux sociaux, ou en tout cas notre activité, MyErwan, sur Instagram.